Bonjour à tous. Les premiers épisodes d'un feuilleton judiciaire inédit dévoilent un scandale d'État lié à des présumés détournements de fonds publics au Cameroun. Et dans le cadre de cette affaire, Edgar Alain Abraham Mbengue passe son premier week-end en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Présenté il y a longtemps comme le fils du président, durant son ascension fulgurante dans la haute administration publique, l'ex-ministre de la Défense a passé des moments difficiles durant ces dernières semaines au Cameroun. Entre perquisitions dans ses résidences et garde à vue au tribunal criminel spécial, Mutation estime qu'il est désormais un ange déchu. La nouvelle expression rappelle que l'étau s'est resserré autour de Mbengue une fois sorti du gouvernement après un bref passage au ministère des Transports. D'autres journaux avaient même déjà prédit les premières conclusions de son interpellation, de son arrestation, avant même le début de la procédure judiciaire le concernant. Le quotidien Le Jour, quant à lui, déplore une théâtralisation de l'opération Épervier, la rumeur d'abord, l'humiliation ensuite, enfin l'enfermement. Selon ce journal, le peuple camerounais se laisse manipuler en se délectant de la mise à mort de l'un des membres en disgrâce du clan, sans s'interroger sur ce système de criminels économiques qui continue à piller les richesses et tromper le peuple camerounais. Au-delà de l'affaire Mbengue, que valent encore ces luttes contre la corruption et les détournements de deniers publics au Cameroun? Le pouvoir de la justice peut-il, en toute indépendance, mettre fin à ces dérives? Rien n'est moins sûr au regard de l'affaire Camto qui brûle entre les mains des pouvoirs publics. C'est en tout cas le constat que fait la nouvelle expression cette semaine. Les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne s'agacent de la détention du président du MRC et de l'enlisement de la crise anglophone. Selon Mutation, Washington et Bruxelles appellent à la libération de Maurice Kamto et d'autres militants du MRC et recommandent le dialogue inclusif politique entre colère diplomatique et pluie d'injonctions qui s'abat sur Yaoundé. Une levée de bouclier est observée dans certains journaux. Pour le tri-hebdomadaire Essingan, le Cameroun dit non à l'ingérence américaine. Les autorités camerounaises s'opposent à la fermeté du sous-secrétaire d'État américain en réagissant à ces propos embarrassants de l'émissaire de Donald Trump. Le ministre de la Communication jure la main sur le cœur que le Cameroun est un État de droit, mais la nouvelle expression estime que ces propos du gouvernement camerounais peinent à convaincre l'opinion publique. Au regard de l'inquiétude de la communauté internationale, y a-t-il réellement une dégradation, une détérioration de la situation politique et sécuritaire au Cameroun? Quels sont les dangers auxquels s'expose le pays en cas d'aggravation continue de ce climat de plus en plus délétère? Jusqu'où la communauté internationale est-elle prête à aller pour œuvrer dans la résolution de ces crises qui sévissent au Cameroun? Ces questions se posent en ce moment où les Algériens sont debout contre le 5e mandat de Bouteflika, interné dans un hôpital en Suisse. Il a fait déposer son dossier de candidature pour la prochaine élection présidentielle. Cette exaspération populaire algérienne est-elle un message fort au régime autoritaire sur le continent africain? Mesdames, Messieurs, ces problématiques majeures de l'actualité constituent l'ossature de droit de réponse. Bienvenue dans cette émission où le choc des idées fait jaillir la lumière des analyses effectuées sur ce plateau. Et pour cette nouvelle édition de droit de réponse, je reçois Alice Sadio. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci et bonjour à vos téléspectateurs. Vous êtes la présidente de l'Alliance des forces progressistes, l'AFP. Merci d'être sur ce plateau avec nous. Également présent ce dimanche, Maître Emmanuel Pincy. Maître, bonjour. Bonjour aux millions de téléspectateurs et bonjour à mes copanélistes. J'espère que nous allons vous édifier sur les procédures qui sont en cours. Mais je voudrais quand même dire que j'ai été un peu choqué par le fait que la directrice adjointe de l'Institut de management public, qui est une femme dynamique, puisse la veille du 8 mai être remerciée. Du 8 mars, même si c'est elle qui aurait dit qu'elle était en train d'atteindre les limites de son mandat. Donc il fallait qu'on lui donne autre chose parce que le 8 mars, on se rend compte que les femmes
n'ont pas beaucoup de postes importants dans la République alors qu'elles sont compétentes. Donc là, je voudrais apporter une petite protestation sur ce point-là pour qu'on trouve quelque chose et qu'il y ait des femmes qui puissent venir accompagner les hommes dont on va voir tout à l'heure qu'il y a une cascade de personnalités qui sont enfermées et je trouve que ce n'est pas bien. Avocat au barreau de Cameroun et militant du RDPC, le parti au pouvoir, merci d'être avec nous ce dimanche. Également présent le troisième panéliste de droit de réponse, Maître Roland Diou. Bonjour. Bonjour Monsieur Noufele, bonjour à mes copanélistes et bonjour à nos millions de téléspectateurs sur Equinox TV. Vous êtes également avocat au barreau de Cameroun et militant du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Tout à fait. Et le consultant de droit de réponse, éditorialiste à la Nouvelle Expression, Edmond Kambia. Bonjour Edmond. Bonjour Monsieur Noufele, je salue les copanélistes, en particulier la présidente Alissa Dio. Je salue également les téléspectateurs fidèles de cette émission. Alors d'entrée de jeu, cette affaire qui met en branle la République du Cameroun. Et vendredi soir, Edgar Alain Abraham Bongo a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une affaire retentissante qui n'a pas encore livré tous ses secrets. Avec vous, Maître Emmanuel Pensy, de quoi il s'agit concernant cette affaire où l'ex-ministre de la Défense s'est retrouvé en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé. Et je voudrais d'abord dire qu'il jouit de la présomption d'innocence, que nous sommes dans le cadre d'une enquête criminelle, avec des commissions rogatoires qui viennent de gauche à droite, sur les équipements militaires, où il y aurait eu des surfacturations massives, énormes, parce que le montant des sommes dont on parle dépasse l'entendement. Je voudrais être très prudent là-dessus, parce que lorsqu'on se retrouve aux alentours de un peu moins de 200 milliards, ça fait peur. Donc, il a fait l'objet d'une garde à vue, parce que la garde à vue est régie par les dispositions de l'article 119 du Code de procédure pénale. Elle est de 48 heures renouvelable une fois, mais exceptionnellement, sur avis motivé, le procureur peut la proroger encore 2 fois. Donc, dans le cadre de cette affaire-là, nous étions en garde à vue, mais je voudrais rappeler aux téléspectateurs une chose. Ce qui s'est passé dans les anciennes procédures de l'opération Épervier et que nous avons contesté, c'était que lorsque vous arriviez devant le procureur, immédiatement, dans sa machine, il vous demandait nom, prénom. Vous donnez vos noms, prénoms professionnels, il va dire que, attendu que les circonstances sont telle nature que vous ne pouvez... Et immédiatement, il vous envoie sous mandat de dépôt. Il vous entend, ça dure 3 minutes. On vous envoie carrément en prison. Et après, compte tenu des délais du Code de procédure pénale, on vous convoque un jour, 6 mois avant les 1 jour. Sinon, il fallait vous libérer. Et on proroge encore de 6 mois. Donc, c'était une procédure qui était terrible. Les gens se mettaient à crier. Oui, chérie, s'il te plaît, je suis en train d'aller en prison. Apporte-moi mon pyjama, apporte-moi mon sac, apporte-moi... Et dans le cadre de l'affaire... Dans le cadre de l'affaire, on a fait un progrès. Et c'est ça qui a trompé tout le monde, parce que tout le monde a été trompé, moi-même j'ai été trompé. Lorsqu'il a été, il s'est retrouvé au TCS, on s'est dit que, bon, se retrouvant au TCS, les mêmes méthodes qu'avant vont se perpétuer, et que le soir, il va se retrouver à Kondengi. Or, on a fait des perquisitions, on est allé, je trouve que c'était beaucoup plus intelligent, on a mis beaucoup plus de formes pour pouvoir l'arrêter. Et c'est ce que nous demandions, c'est-à-dire qu'on ne mette pas immédiatement les gens en prison sans que les investigations soient faites et qu'ils soient plus profondes, parce que même si les circonstances peuvent être graves, il faut respecter le code de procédure pénale. C'est pour ça que là, je dis, tout le monde a été trompé dans le cadre de cette affaire. Bon, maintenant, au niveau de la théâtralisation, je la trouve dommageable. Nous allons en parler tout à l'heure, Maître Emmanuel Pensy. Il faut relever cette atmosphère lourde qui a régné durant cette semaine à Yaoundé, où vous résidez, Alice Sadio. Comment vous avez vécu cette affaire concernant l'ex-ministre de la Défense et les multiples navettes qu'il a effectuées entre le TCS et son domicile, au regard des perquisitions, des gardes à vue qui se multipliaient, et la presse également qui pronostiquait sur le jour où il devait se retrouver en détention provisoire? Alors, pour être un peu ironique, sans vouloir me moquer de qui que ce soit, je voudrais dire que je n'ai pas vécu, comme vous dites, cette affaire, mais j'ai plutôt regardé à distance, parce que nous ne sommes pas du même navire. Donc, nous,
qui sommes les victimes, nous le peuple camerounais, nous regardons cette histoire à distance et ce que je puis en dire en tant qu'entrepreneur politique, c'est que cette opération dite d'assainissement de la gestion des fonds publics nous semble, et Maître Pensy a bien fait de le relever, pour une fois je suis d'accord avec lui, ressembler davantage à une expédition punitive plutôt qu'à une opération corrective. C'est-à-dire que dans la démarche par le passé, il l'a relevé, on avait observé comme une volonté d'humilier le prévenu ou alors le mis en cause. Or, ce n'est pas comme cela que la justice régalienne devrait fonctionner dans un état de droit. Et je le dis pas parce que j'ai pitié de ceux qui subissent cela, parce que, comme je viens de vous le dire, les victimes, c'est le contribuable camerounais, c'est le souverain camerounais. Mais je le dis parce que nous prônons haut et fort l'avènement d'une nouvelle république dans laquelle la justice serait effectivement une justice corrective, c'est-à-dire qui procéderait de manière impartiale et impartielle à la connaissance des délits et des crimes qui se perpétreraient et des crimes auxquels leur connaissance serait portée. Donc, c'est un peu cela. Et maintenant, il y a un autre angle d'analyse qui peut être celui du questionnement sur le rendu ou alors le résultat du point de vue qualitatif de cette opération épervier qui dure quand même depuis quelques décennies. D'où vient-il? Je crois que le metteur en scène en chef de cette histoire devrait au jour d'aujourd'hui se poser la question de savoir, parce que quand on parle de M. Abraham Elga Alain Mebongo, qui est écroué aujourd'hui, on pourrait se poser la question de savoir, ma foi, comment est-ce que après des décennies d'opérations d'assainissement, on se retrouve encore aujourd'hui, en même temps, ça ressemble, j'allais dire, à une espèce de monstre de la mythologie grecque. C'est-à-dire, vous en coupez une tête et il en repousse 10 autres, encore plus coriaces, encore plus féroces. Si les faits qui circulent dans les réseaux sociaux sont avérés, c'est-à-dire, on parle de près de 200 milliards de nos capitaux qui seraient distraits dans cette affaire. Si cela est avéré, ça veut dire que plus on coupe les têtes des monstres, entre guillemets, il en repousse 10 autres. Alors, en d'autres termes, nous, du point de vue de l'AFP, nous disons que c'est le système qui doit, à ce moment-là, être questionné. Comment se fait-il qu'en presque 4 siècles de règne, un système n'ait pu produire que des bandits? Est-ce à dire que le peuple camerounais, les 25 millions de Camerounais, sont constitués essentiellement des prévaricateurs? Je refuse de franchir ce pas-là. Alors, qu'est-ce qui sous-tend, qu'est-ce qui détermine, quel est le dénominateur commun qui lie ces gens-là, qui pourtant gravitent depuis 4 décennies autour du metteur en scène, comme je viens de le dire, et qui gravite toujours, parce que pendant qu'on parle de Mebengo, il y a l'affaire des ordinateurs, sur laquelle le peuple continue de questionner. Les 32 gigas égale 500 gigas qui auraient été surfacturés et dont les présumés auteurs seraient aujourd'hui récompensés, pour ainsi dire. Alors, on se demande, est-ce que c'est une opération d'assainissement ou est-ce que c'est une opération machiavélique pour donner du sang au peuple juste pour le distraire? Il faut préciser que l'ex-ministre de la Défense jouit encore d'une présomption d'innocence et pourtant le quotidien, le jour, cette semaine évoque une théâtralisation de l'opération épervier, la rumeur d'abord. Ensuite, l'enfermement relève le quotidien le jour. Avec vous, Edmond Okambia, vous êtes éditorialiste. Vous avez vécu depuis de nombreuses années ces procédures judiciaires, ces affaires dans lesquelles plusieurs ex-ministres ont été interpellés avant d'être écroués avec des procès retentissants. Est-ce que ce scénario de théâtralisation est véritablement celui qui est observé dans le cadre de l'affaire Mebongo? On peut le dire, parce que ce n'est pas nouveau, c'est un scénario habituel. Il y a
d'autres personnalités qui ont subi le même scénario, parmi lesquelles un ancien ministre des Finances, Polycarpe Ababa. On avait d'abord lancé la rumeur. Il y a eu l'idée selon laquelle on avait arraché son passeport, on aurait retiré son passeport. Puis il y a eu des démentis. Puis soudain, on n'en parlait plus, on n'en parlait plus. Et puis, à un moment donné, il est interpellé. Il est interpellé quand on s'y attend le moins. En tout cas, quand l'intéressé s'y attend le moins, il est interpellé. Et très vite, le rouleau compresseur, la machine tourne. Et ça aboutit à ce que l'on sait, à sa détention à la prison. Ce qui arrive à Mbengo n'est pas différent de ce qui est arrivé à Polycarpe Ababa. Je cite ces deux cas. J'ai fait un lien entre les deux parce que ce sont deux personnalités fortes de ce régime. C'est vrai, c'est également arrivé, la théâtralisation, c'est également arrivé à d'autres personnalités. Mais ces deux personnalités sont des personnalités fortes du régime. Parce que personne ne pouvait prévoir, n'est-ce pas, l'interpellation, l'embastillement de Polycarpe Ababa en son temps. Et c'est le cas également de M. Edgar Alain Mbengo, qui est considéré comme un des fils bien-aimés du prince. Était-ce possible? On se rend compte que ça a été possible. Mais qu'est-ce qui a rendu possible son interpellation finalement? Est-ce le contexte sociopolitique actuel où il aurait fallu pour certains membres du clan ou des réseaux qui dirigent ce pays de faire en sorte que l'affaire MRC Maurice Kamto soit un peu noyée, soit un peu, ne soit plus en pole position. Parce que ça, il faut le dire dans l'analyse et l'interprétation. Parce que depuis plus de 2 mois, la presse ne traite en particulier que l'affaire de l'arrestation de Maurice Kamto et de la centaine de ses militants. Est-ce que Mbengo se retrouve dans la situation où il est parce qu'il a fallu utiliser cette carte? Parce qu'en réalité, nous sommes dans une sorte de jeu d'échiquier. Il fallait peut-être utiliser une carte pour faire en sorte que certains parlent même de distraction, mais on se rend compte que ce n'est plus seulement la distraction, puisqu'il se retrouve dans une situation peu enviable. Lui-même, je suis persuadé qu'il ne s'attendait pas à se retrouver dans la situation où il est en ce moment. Parce que c'est un homme, il faut le dire, M. Mbengo, c'est quelqu'un qui a été délégué général à la sécurité nationale. C'est quelqu'un qui a été directeur du cabinet civil. C'est quelqu'un qui a été ministre de la Défense. Donc, il a encore, au sein de ces différentes institutions, des hommes qui l'écoutent. Et dans ce cas-là, il faut s'attendre à tout dans le contexte socio-politique actuel, où des batailles de clans, des batailles de réseaux, au sein du palais, font en sorte qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Donc, le traitement qui a été fait par la presse sur le scénario de la théâtralisation, ce n'est pas quelque chose de nouveau, c'est normal. Et c'est bien de rappeler cela, pour faire comprendre qu'en réalité, ceux qui poussent les pions dans l'opération Épervier, je ne vais pas citer les noms, on les connaît. Ceux qui poussent les pions, dans le contexte de guerre de succession au pouvoir, il faut le dire également, parce que la situation que nous vivons n'est pas très différente d'un sujet qu'on va aborder tout à l'heure sur l'Algérie, vu l'âge du président Bouteflika et l'âge de Paul Biya. C'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais il faut dire que dans des situations comme celle-là, quand les chefs d'État se retrouvent à cet âge-là, autour d'eux, les batailles de clans et des réseaux pour la succession font en sorte qu'on peut assister à ce que l'on voit en ce moment. Justement, dans l'éditorial du quotidien Le Jour, ce journal fait savoir que le peuple se laisse manipuler en se délectant de la mise à mort de l'un des membres en disgrâce du clan, sans s'interroger sur ce système où des criminels économiques continuent de piller les richesses et tromper le peuple. Avec vous, Maître Roland Diouf, le ministre Edgar Alain Mbengo bénéficie de la présomption d'innocence. Et pourtant, la presse, plusieurs journaux avaient déjà annoncé sa mise en détention provisoire à la prison centrale de Yaoundé, alors que le procureur commençait à peine à s'intéresser à cette affaire qui concerne l'ex-ministre de la Défense. Pensez-vous également à cette théâtralisation et cette volonté d'éloigner le peuple des vrais problèmes? Je suis absolument de cet avis-là. Je pense que nous sommes dans une scène politique qui a l'habitude de jeter à l'opinion publique des morceaux de chair pour les distraire souvent des questions essentielles. Parce qu'il vous souvient aussi qu'il n'y a pas longtemps, Michel Ndoki, qui est militant du MRC et consoeur avocate, a elle aussi été arrêtée d'une certaine manière plutôt rocambolesque
Ça s'est rajouté à la fameuse affaire, celle qui est convenue d'appeler désormais la fameuse affaire MRC, qui désormais fait les choux gras de l'actualité et ne laisse plus personne indifférent. Moi, je crois qu'il a fallu peut-être donner à l'opinion publique un autre os à croquer. Mais je m'amuse quand même d'observer que si l'opération Épervier est pilotée depuis où on sait, alors j'observe quand même que depuis que certains sont passés ministres d'État, d'ailleurs à la suite de quelque chose qu'on considère comme un scandale en ce qui concerne la Coupe d'Afrique qui a glissé, alors depuis que ces personnes-là sont devenues ministres d'État, ils choisissent plutôt de manière curieuse leurs os à donner à l'opinion publique parce que l'os en question ici se trouve être quand même celui qui est considéré comme un intouchable par les siens. Si donc le courant dominant, me semble-t-il, du moment réussit à détrôner, voyez-vous, ceux qui sont considérés comme des intouchables, alors je ne peux que m'en amuser. Bien que je sois, comme mon confrère Maître Pensy, défenseur des libertés, j'estime que même pour lui, même pour ce monsieur qui fait l'objet d'arrestation aujourd'hui, il doit bénéficier de sa présomption d'innocence. Il doit bénéficier d'un traitement judiciaire sain et serein. Je le souhaite pour lui, mais je le souhaite aussi pour d'autres Camerounais. Cette fois-là, ceux qui sont moins privilégiés. Je le souhaite pour ceux qui ont simplement exercé leur droit de manifester. Je le souhaite pour ceux qui ont simplement souhaité, par exemple, se rendre dans un pays voisin et qui ont découvert comme cela sur le tard qu'ils faisaient l'objet d'une interdiction de sortie du territoire. Donc, je m'offusque de cette théâtralisation. En effet, je note que cette théâtralisation vise peut-être à distraire l'opinion. Je note que l'objet de la distraction est quand même un peu curieux parce qu'il s'agit d'un des barons, probablement d'un des clans de ce système qui peut-être serait en train de nous, peut-être que l'opération nous montre là, que ce clan-là n'est plus parfaitement au courant de ce qui se passe dans l'antichambre. Et je note enfin que si on avait pu assainir l'espace public camerounais, on n'aurait pas ce genre de réaction dans l'opinion publique. Parce que vous voyez, on a amené les Camerounais à se satisfaire d'une injustice lorsqu'elle est portée contre quelqu'un qu'on peut supposer avoir été acteur important d'un régime injuste. Si on avait assaini l'espace politique, si on avait mis l'état de droit vraiment au cœur de nos préoccupations au sein de la gouvernance publique, on n'observerait pas ce traitement un peu précipité, je vais dire, sans injure à la presse. Parce que vous observez bien, et vous l'avez dit vous-même, on a comme le sentiment que on parie carrément sur le sort qui sera réservé à un tel ou à un tel. On parie sur la date à laquelle il sera mis en détention provisoire. On présuppose même qu'il y est déjà alors qu'il ne fait que l'objet d'une garde à vue, etc., etc. Cela participe du fait que justement, on nous a habitués à utiliser l'opération Épervier, non pas pour résoudre le problème qui est affiché, mais plutôt pour probablement régler des comptes. Et je termine en disant que je suis quand même un peu aussi surpris que les faits pour lesquels cette affaire surgit aujourd'hui me semblent dater d'il y a un certain temps quand même. Il semble que c'est 2009. Voilà, donc on a attendu 2019, c'est-à-dire à peu près 10 ans plus tard, pour enclencher une procédure. Alors que ceux qui ont marché le 26 ont été arrêtés le 28 et sont traduits devant le tribunal militaire. On aurait aimé que la célérité, voyez-vous, avec laquelle on traite les affaires de liberté publique, soit également la même qu'on observe lorsqu'il faut traiter le pillage en bande des caisses publiques. Mais quand on voit ce deux poids, deux mesures là, on comprend où sont les priorités de ce régime qui nous gouverne. On comprend que sa priorité, ce n'est pas de combattre la prévarication. Sa priorité, c'est de museler les Camerounais et plus fort encore en une période où même les symboles n'ont pas été respectés. Parce qu'à la veille du 8 mars, 2 bévues, vous interpellez une avocate, figure de la contestation, figure de la résistance, figure du combat et du débat politique dans des conditions rocambolesques, avec des mensonges éhontés de la part de ceux qui ont procédé à cette interpellation. Vous démettez, et là je reprends le coup de gueule qu'a fait mon excellent confrère René Maître Pensy,
vous démettez une dame qui, malgré tout, quand même, jouit dans l'opinion publique d'une certaine présomption, on va dire, de compétence. Tout cela à la veille du 8 mars. 8 mars qui ne brille que par, on va dire, le festif, le tapage. Ce qu'on voit à la télé, c'est le défilé. On ne voit pas où on a amené les femmes à se questionner. On ne voit pas là où on les a réunies pour leur parler des questions qui peuvent les intéresser du point de vue de l'autonomisation, par exemple, du point de vue de la défense de leurs droits et de l'avenir de leurs enfants, etc. Et dans un troisième temps, il y a eu cette arrestation, cette mise en détention provisoire d'Edgar Alain Mbengo au soir du 8 mars 2019. Et vous évoquez tout à l'heure, Maître Roland Djiou, la problématique liée à cette opération de lutte contre les détournements de deniers publics et la corruption au Cameroun. Maître Emmanuel Pincy, les faits remontent à l'époque où Edgar Alain Mbengo était ministre de la Défense. Plusieurs journaux camerounais avaient déjà attiré l'attention du gouvernement camerounais, même en France, des journaux français avaient évoqué ce problème, ces soupçons qu'il y avait déjà concernant ces achats d'équipements militaires. Mais il a fallu attendre 10 ans pour que la procédure judiciaire soit véritablement enclenchée. Comment expliquer ce système, ces méthodes de travail au Cameroun concernant la justice, concernant cette opération Épervier? En disant qu'il a fallu attendre moins de 10 ans. Nous sommes en matière criminelle. En matière criminelle, la prescription est de 10 ans. Donc, l'affaire est instruite dans les délais de la prescription. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la prescription, elle n'est pas extinctive. Donc, c'est normal qu'on le fasse. La deuxième difficulté vient du fait que les faits se sont déroulés en Europe, notamment en France, en Espagne. Et le magazine Le Point en a parlé abondamment et effectivement, il a fallu qu'il y ait ce qu'on appelle les commissions rogatoires internationales, qui demandent un certain nombre de temps et également un certain nombre de volontés politiques. Ça, il faut le dire. Je dois d'ailleurs dire que, sur également des équipements qui ont été achetés en Espagne, il arrive ou est arrivé des magistrats espagnols pour pouvoir faire des investigations sur ces problèmes-là concernant au niveau de la sécurité militaire, etc., sur les surfacturations qu'il y a eu. Donc tous ces problèmes-là, on les connaît, mais la justice a son temps. Et il faudrait que les gens le sachent sur des affaires qui portent sur des investigations, sur des montants aussi importants. Je pense qu'il vaut mieux faire avoir tous les éléments par rapport à une commission rogatoire internationale. La commission rogatoire internationale, elle se passe comment? Parce que les gens pensent que ça se passe comme ça. On commence d'abord à enquêter. Il y a eu, par exemple, cet officier, ce lieutenant-colonel qui se retrouvait au Maroc, qui a été d'abord arrêté avec beaucoup d'argent, avec des devises à Paris. On a commencé à enquêter. On a vu de l'argent dans plusieurs comptes, comment ça a circulé. La société française qui faisait les affaires, le dirigeant a été arrêté, les surfacturations. On a vu là où les sommes allaient. Parce qu'il faut savoir ce qui se passe actuellement en France. Vous ne pouvez pas mettre de l'argent dans un compte bancaire parce qu'il y a, ça dit, on va vous demander quelle est l'origine des fonds. Et les montants importants par rapport à Tracfin, les montants sont, quand c'est important, on vous interroge et on va faire des investigations parce que vous devez donner les éléments. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je vois un de mes enfants, le montant n'était pas énorme, je demande de mettre 1 000 € sur le compte de son frère. Moi, j'étais allé de mettre 1 000 € sur le compte de son frère. C'est moi-même. On me dit que vous ne pouvez pas mettre 1 000 € parce que, vous n'avez pas le compte sur votre compte de votre fils. Donc, il a fallu que je trouve un de mes fils qui est dans la même banque pour lui donner de l'argent pour le faire. Donc, même pour des petites sommes, on vous demande l'origine des fonds. Donc, cette enquête est partie sur Tracfin parce qu'on n'accepte plus que l'argent puisse circuler comme ça, quel que soit le montant. Et si vous apportez des faux documents, on vous arrête. Donc, il y a déjà cette procédure qui est faite en France sur ce qu'on appelle l'argent sale, l'argent qui circule à gauche et à droite, l'argent des trafics n'est plus accepté. Ça a commencé à Genève en Suisse. On sait que la Suisse, c'est le principe du calvanisme. La Suisse avait tellement d'argent que lorsque vous mettiez de l'argent, on vous demandait, mais vous apportez l'argent, là, ça sort d'où? Même si ça vient de votre propre compte, il faut démontrer que j'ai gagné l'argent dans tel ou tel procès, j'ai fait ceci, ceci. Vous avez suivi les panélistes sur ce plateau qui s'interrogent sur l'opportunité de l'arrestation, de la mise en détention provisoire d'Edgar Alain Mbengo. En ce moment-ci, alors qu'il y avait une hibernation de cette opération, non, c'est parce que certaines personnalités plus ou moins impliquées. Non, la justice est lente. La justice est lente. Je préfère une justice qui n'est pas une justice précipitée. Et il faut savoir que la justice
également utilise, j'allais dire, le temps et l'environnement. Tout à l'heure, ça a été évoqué. Donc, à partir du moment où vous êtes dans le temps où il n'y a pas de prescription extinctive de l'action, on peut le faire. Je regrette, ça a mis du temps, mais je dis que mieux vaut tard que jamais. Et là, la procédure a été faite. Autre chose, je voudrais relever que ça n'a rien à voir avec l'affaire de Kanto. L'affaire de Kanto est une affaire dont tout le monde sait que on ne va pas revenir dessus. Mais la contestation des élections qu'il a perdu, l'article qu'il avait fait en 2004 pour dire que lorsque le Conseil constitutionnel a rendu un verdict après une contestation des élections, game over, on n'a plus rien à faire, c'est un dogme, etc. Bon, ça s'est passé. Le problème qu'il y a eu en ce qui concerne, et on ne pouvait pas le faire, s'agissant notamment de tout ce qui est les qualifications d'insurrection, ou bien surtout d'autres qualifications qui concernent les délits, hein, il y a des délits en même temps, hein, il y a la connexité des deux. Il y a certains, on ne peut pas attendre 10 ans pour ce genre de réaction au niveau de l'État. Bon, et politiquement, je ne pense pas qu'on aurait pu attendre 10 ans sur ce type d'affaires, parce qu'on allait évoquer un certain nombre de prescriptions. Donc, je ne vois pas de lien à effet. Autre chose sur les attaques qui ont été faites, je voudrais rappeler aux gens et dire que je m'insurge contre les attaques qui ont été faites à Fleury Moucheté contre deux personnalités. Monsieur Ngongo, s'agissant de l'affaire des stades, et Monsieur Famendongo. Les deux, je peux vous assurer qu'ils jouissent la confiance du chef d'État, et notamment sur Monsieur Ngongo, ce que les gens ne savent pas, ce n'est pas lui qui s'occupait des dossiers des stades et de la CAN avant que le scandale n'éclate. Ça, je tiens ça des personnes autorisées, on lui a remis les dossiers après. Donc quand des personnalités font l'objet d'attaques qui sont des attaques qui ne sont pas... on a parlé tout à l'heure de présomption d'innocence. Il y a trop de rumeurs. On attaque trop de personnalités. Effectivement, peut-être il existe une guerre, mais il faut prendre tout ça avec beaucoup de pincettes. Justement, bon. il n'en demeure pas moins vrai. Oui, il n'en demeure pas moins vrai qu'il y a cette opération épervier qui est de plus en plus questionnée par... Mais je voulais terminer en s'agissant de M. Famendongo pour dire, ainsi le concerne, qu'il a été récompensé parce que la commission marketing et communication au niveau du comité central de RDPC, au niveau des élections, a été une réussite et a fait plaisir au chef d'État, et c'est pour ça qu'il a récompensé. Et je dois vous dire que je suis un peu content parce que j'en fais un peu Alors partie justement, des membres. Mutation parle d'Edgar Alain Mbongo, l'ange déchu, bien qu'il bénéficie encore de la présomption d'innocence, présenté il y a longtemps comme le fils du président de la République, un parcours fulgurant dans la haute administration et aujourd'hui placé en détention provisoire. Comment, Alice Sadio, vous appréciez, vous analysez ce système de gouvernance où ceux qui ont été des hauts commis de l'État se retrouvent aujourd'hui dans des affaires concernant des détournements de deniers publics, bien qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence. Et cette opération qui, il y a longtemps, ils étaient parmi les acteurs qui pilotaient cette opération-là, et aujourd'hui, ils sont ceux qui sont face à la justice. Comme je viens de vous le dire, malheureusement, autant on peut se dire que eh bien, ces gens-là, au regard des faits, même avec le regard du profane, parce que je ne suis pas technicienne de procédure judiciaire, mais au regard des faits, il ressort de manière quand même créable que les deniers publics camerounais ne sont pas gérés de manière saine. Ça, c'est une vérité de la palissade. Maintenant, lorsque vous vous retrouvez dans un pays, parce qu'au-delà des personnes qui sont soit écrouées ou dans une procédure judiciaire aujourd'hui, il faut aussi questionner la problématique qui revient à chaque fois aujourd'hui dans l'analyse de cette opération chez les Camerounais, c'est que on est incapable, nous Camerounais aujourd'hui, de dire avec précision où nous en sommes en ce qui concerne la récupération des corps du délit. C'est-à-dire tous ceux qui sont en prison et dont on nous a dit qu'ils ont volé beaucoup de milliards. Est-ce que l'État du Cameroun a réussi par ailleurs, parce que construire des prisons élargies, et même, je vais encore vous dire quelque chose qui inquiète, les politiques que nous sommes,
c'est que ces messieurs, et quelqu'un l'a souligné, que bien qu'ils soient des anges déchus aujourd'hui, ils ont leur relais dehors. Et au mètre carré, c'est-à-dire dans la prison centrale de Kondengui, concentrer un tel nombre de hautes personnalités d'hier de la République, je pense que, au-delà de ce que c'est une insulte, c'est une éclaboussure pour l'image et de nous tous, et de l'État du Cameroun, et de son contenu, qu'est le peuple camerounais. Parce que lorsque vous voyagez aujourd'hui, la première question qu'on vous pose après vous avoir raillé sur votre incapacité à organiser une Coupe d'Afrique des Nations, alors que, tiens, votre équipe est championne d'Afrique. La deuxième chose avec laquelle on vous nargue, c'est qu'il y en a déjà combien de ministres en Kondengui dans votre pays là? Alors, pour dire que quoi? Au-delà de ça, on ne peut pas se réjouir, on ne peut pas continuer à rire comme si c'était un film d'horreur qui se déroulait dans une science-fiction. Il s'agit de notre pays et l'éclaboussure est là. Le peuple camerounais le vit dans sa chair et l'État du Cameroun en pâtit d'une manière ou d'une autre. Du point de vue de l'intéressement des investisseurs. Aucun investisseur prenant la carte de l'Afrique et désireux d'investir en Afrique ne peut prendre le risque en l'État de choisir la destination Cameroun, je dis en l'état, avec une telle situation, lorsque on n'a aucune lisibilité sur quel est le véritable leitmotiv de ces interpellations. Maître Pensy a beau dire que, oui, le délai de prescription a été respecté, etc., parce que le délai de prescription en matière criminelle est de 10 ans. Ouais. Mais est-ce que c'est la limite, là? Oui. Parce qu'on parle de 2009-2019. Nous sommes à la limite, là. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas empêcher cet avocat qui est à ma droite de questionner l'opportunité, la coïncidence. Est-ce une coïncidence? Est-ce qu'il y a tellement de choses? Et ceux qui sont en prison des dizaines d'années depuis avant, Titus Edouard qui a purgé et qui a été libéré, qu'est-ce qu'on a récupéré de ce qu'on lui reprochait? Ceux qui sont encore là. C'est dans ça ce que le peuple camerounais questionne. Parce qu'entre-temps, pendant qu'on nous sert ce film d'horreur, qui humilie tout le peuple camerounais. Si vous voyagez, vous allez comprendre de quoi je parle. En même temps qu'on nous sert cela à des périodes bien calibrées, en même temps, les Camerounais boivent de la boue en lieu et place de l'eau. Il n'y a aucun plan quinquennal, aucune politique de récupération, de contact des banques ou des paradis fiscaux dans lesquels ces prévaricateurs auraient gardé leurs fonds, même si sous des prêts non. On n'a aucune lisibilité sur la diplomatie engagée par le gouvernement actuel pour récupérer les fonds. Et on n'a aucune lisibilité sur si ces fonds sont effectivement récupérés, à quoi est-ce que ces fonds ont servi. Donc c'est cela. Vous faites l'autopsie de cette opération de lutte contre les deniers publics, opération de lutte contre la corruption au Cameroun et contre le détournement des deniers publics. Avec vous, Edmond Kamgia, il y a de plus en plus des interrogations sur cette opération épervier qui reprend du poids de la bête avec la mise en détention provisoire de l'ex-ministre de la Défense, qui était tout puissant il y a quelques années, aujourd'hui, qui a vécu des moments difficiles, comme l'a précisé le journal Mutation, perquisition, garde à vue qui se multiplient, la presse qui pronostique déjà sur sa condamnation au TCS, pourtant il n'en est rien. Et alors finalement, vendredi, autour de 22-23 heures, la décision est tombée avec une mise en détention provisoire et bien sûr des Camerounais qui exultent. Pourtant, il y a des zones d'ombre autour de cette opération épervier. Il faut dire, sur la question de la théâtralisation qui est très importante, l'orchestration de la mise en scène, on a le sentiment qu'il y a quelqu'un quelque part ou un groupe de personnes quelque part qui organise de manière méticuleuse le déroulement, n'est-ce pas, de la scène, le déroulement de la pièce théâtrale concernant Mbongo. Parce que on ne peut pas interpréter cela autrement. Sur l'opportunité, pourquoi c'est dans le contexte actuel? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi ça ne s'est pas fait quelques années auparavant? Parce que c'était possible que cela se fasse. À partir du moment où il n'était plus ministre.
Pourquoi au lendemain de sa sortie du dernier ministère qu'il a occupé, il n'a pas été interpellé immédiatement? Ça, c'est une des questions qu'il faut se poser. Pourquoi avoir attendu que le monde entier soit, et j'insiste là-dessus, parce que le monde entier, aujourd'hui, l'ONU, l'Union africaine, tous les partenaires du Cameroun, tous les amis du Cameroun, interpellent le Cameroun sur 2 questions. Je dis bien sur 2 questions. La première question, c'est où est-ce que le gouvernement en est avec la résolution de la crise anglophone. La deuxième question, c'est l'affaire du MRC. Et j'ai dit c'est depuis plusieurs mois. Tous les pays amis du Cameroun, toutes les institutions internationales ne posent que cette question. Et je suis de ceux qui pensent que l'orchestration de l'arrestation de Memengo dans le contexte actuel participe du brouillage. Participe du brouillage de l'affaire du MRC. Et n'oubliez pas que l'une des dernières sorties qui a été interprétée dans la presse, analysée par l'ensemble des journaux, la presse écrite, radio et télévision, c'est la sortie du sous-secrétaire d'État des États-Unis, chargé des affaires africaines, qui a dit clairement qu'il faut libérer Maurice Kamto et l'ensemble de ses partisans qui sont embastillés. Oui, nous en parlerons, Edmond, mais Tout sur à fait. L'autopsie. Je voulais vous expliquer qu'il y a un lien entre les deux. Sur l'autopsie de cette opération épervier qui est de plus en plus contestée, vous avez suivi Dame Alice Sadio tout à l'heure évoquer la nécessité de faire un bilan. L'illisibilité concernant la récupération des deniers publics et le remboursement des corps de délit, mais surtout l'image que renvoient ces multiples détentions des anciens hauts commis de l'État à la prison centrale du côté de Yaoundé, mais aussi à Douala. Quelle est votre analyse sur ce point précis? Oui, sur ce point précis, il faut dire que l'affaire de la création, l'affaire de l'opération Épervier, en tant que telle, c'est une opération qui a été mal partie dès le départ. J'ai dit mal partie dès le départ parce que cela a été revêtu, j'allais dire, de la carapace de tête chercheuse. On s'est rendu compte très vite, après le déclenchement de l'opération Épervier, que c'est une opération à tête chercheuse, une opération plus politique que financière. Plus politique que financière. Et je peux le justifier. Elle est plus politique que financière parce que si l'opération était d'assainir, d'assainir les finances publiques, on se serait appesanti sur la nécessité de récupérer les fonds qui ont été détournés. Mais au jour d'aujourd'hui... L'application de la Constitution, je te coupe à la parole. Oui. L'application de l'article 66 de la Constitution. D'où vient-il qu'on soit si enclin à interpeller dans une mise en scène théâtrale, mais explosive, dans un pays qui explose déjà? D'où vient-il donc que ceux qui sont nouvellement nommés, conformément à l'article 66 de notre Constitution, ne passent pas par l'obligation constitutionnelle qui veut qu'ils déclarent dans leurs avoirs, leurs biens et avoirs au début et à la fin de leur entrée en fonction. Et je rappelle, c'est passé un peu anodin, et nous l'avons beaucoup regretté dans notre dynamique, avec votre permission, Edmond Kamgia. Parce que pendant l'élection présidentielle, nous avons essayé d'envoyer des signaux, des symboliques fortes pour le subconscient collectif camerounais. Le candidat que initialement nous soutenions à Keremouna a quand même décliné pour montrer que l'état de droit, ça participe de cela. Et tu as raison de dire que dans un état où on politise le pouvoir judiciaire, la justice ne peut pas être rendue de manière froide, de manière neutre et de manière impartiale. Dire quel est l'état de tes avoirs lorsque tu entres en fonction et quel est l'état de tes avoirs lorsque tu finis la fonction, ce serait déjà un indice de ce qu'il y a une volonté de régler, de faire un paradigme shift au niveau des institutions, au niveau de la gestion du pouvoir, pour fermer le robinet et empêcher que de telles velléités kleptomatiques ne se répètent plus. Or, pendant qu'on nous sert le théâtre, peut-être pour distraire, parce qu'entre-temps, la Constitution, la loi fondamentale camerounaise est claire,
a priori, nous sommes sous un régime déclaratif. Je passe sous le contrôle des avocats. Le régime déclaratif, et ça a été un deal qu'on a appelé la paix des braves, issu des ententes de 1996. C'est-à-dire que ce régime déclaratif voudrait que moi, citoyenne camerounaise, lorsque je vais auprès de l'autorité compétente pour lui dire que j'entends exprimer une opinion demain, et Paul Biya l'avait dit, tiens, que nul ne sera plus obligé de rentrer dans le maquis pour dire ce qu'il pense. Quel est le bilan que Paul Biya lui-même fait de ses 36 ans de règne par rapport à l'un de ses idéaux qu'il nous avait présenté? Parce qu'on est là dans une sorte de chassé-croisé où le politique, la concentration du pouvoir entre les mains du politique fait que ce n'est pas ce sacrificiel, ce rituel sacrificiel de quelques têtes que je n'aime pas, ce ne sont pas mes amis, je ne les connais pas particulièrement, je les connais comme tous les citoyens les connaissent. Ce rituel sacrificiel ne rend pas compte de la gestion qualitative de l'état des lieux systémiques dans lequel le peuple camerounais est embrigadé depuis 36 ans. Et le résultat, le rendu n'est pas bon. Alors, le rendu n'est pas bon parce que le peuple camerounais souffre dans sa chair, parce que les hôpitaux n'ont pas d'équipement pour soigner les Camerounais. La preuve, c'est qu'eux-mêmes, ils se soignent en dehors de nos institutions hospitalières. Ça veut dire qu'ils ne font pas confiance à notre dispositif hospitalier. Quelque chose qui révèle de manière criarde l'échec de tout un système. Vous venez dégrainer là maintenant, vous venez dégrainer là des chapelets de critiques sur ce système judiciaire, mais également sur la nécessité de déclarer ces biens afin de prévenir ces cas de corruption et de détournement de deniers publics. Maître Emmanuel Pincy, c'est un élément important dans le parachèvement des institutions camerounaises afin que le système judiciaire puisse fonctionner de façon optimale et qui malheureusement lors du dernier réaménagement gouvernemental n'a pas été pris en compte. Vous venez de suivre ce chapelet de critiques que vient dégrainer Alice Sadio. Comment appréciez-vous cette observation faite ? Ce que vient de dire Alice Sadio, mais je pense qu'elle n'a pas oublié qu'on n'a pas encore nommé les membres des commissions qui doivent effectivement le faire. Parce que c'est ça le hic de la Constitution de 1996. Depuis 1996, il est regrettable que les membres de cette commission-là ne soient pas nommés pour essayer de freiner cette tentation. Vous parlez de quelle commission? Il faut être plus précis. Il y a une commission par rapport à la loi, par rapport à l'article 66 sur la déclaration des biens. Il faut une commission de réception des déclarations. Des biens. Il y a une commission qui doit siéger. Et c'est de cette commission qu'on va déclarer ces biens-là. En d'autres termes, Maître Pincy nous dit qu'on a voté la loi. Je suis en train de vous dire que... Mais on a pris soin que la loi ne soit pas exécutable. Je fais une critique. Je suis d'accord avec vous, mais logique que les membres de cette commission n'ont pas été nommés. Ouais. Et ça n'a aucun sens qu'ils ne soient pas nommés si on veut vraiment aller au fond des choses. Ouais. La deuxième chose, par rapport à ce qu'on nous a dit, il semblerait qu'il n'y a que 12 milliards, à peu près de 11 milliards, moins de 12 milliards qui ont été récupérés. Et lorsqu'on voit le ratio par rapport aux dépenses qui ont été faites avec le niveau des investigations, le Cameroun a perdu de l'argent dans le cadre de l'opération Épervier avec tout le bruit qu'on est en train de faire. Et si j'ai quelque chose à dire, et souvent les gens ne sont pas d'accord avec moi sur ceux qui dirigent en haut, j'avais dit il faut renverser la charge de la preuve avec la loi sur l'enrichissement illicite. Si on a la loi sur l'enrichissement illicite, là on va vous trouver, on dit bon monsieur vraiment ou madame, mais vous avez des maisons, des villas, 300 costumes à 2 millions le costume, machin, tout ça. C'est pas possible que avec votre salaire là, même si c'est 1 million de francs, comment vous faites pour avoir des revenus et des maisons qui sont supérieurs à 3 milliards, alors que si on additionne tout ce que vous avez, même sans dépenser un rond, vous ne pouvez pas atteindre le 10e. Donc ça pose un problème. Donc c'est ça que craignent un certain nombre de responsables du Cameroun qui ne veulent pas qu'il y ait cette disposition qui existe dans plusieurs pays, notamment au Sénégal, je pense. Beaucoup de pays l'ont fait. Donc si on le faisait, ça nous fait l'économie de tous ces problèmes qui existent aujourd'hui avec des commissions rogatoires qui n'en finissent plus. Ce que je voulais également dire, c'est que moi je regrette cette théâtralisation et cette humiliation parce que le code de procédure pénale interdit l'humiliation ou du prévenu ou de l'accusé. Il faut pas. Il a des droits.
Non, oui, mais c'est expressément dit dans le code de procédure pénale qu'il ne faut pas humilier des personnes qu'on va interroger. Est-ce que ça a été le cas, selon vous, pour l'ex-ministre de la Défense? Dans plusieurs cas, il y a eu des humiliations. On a vu, par exemple, l'ancien ministre de l'Éducation nationale qu'on est allé mettre en prison à plus de 70 ans, et après qui est sorti le lendemain. Parce que ça posait un problème. Alors, je voudrais également dire autre chose. Dans le cadre de cette affaire qu'il faudrait vraiment regretter, c'est que avant, les investigations n'étaient pas plus poussées. Actuellement, et pour la première fois, je peux dire c'est un ami, le DGA, Victor Meillet, de la SCB, fait partie des personnes qui sont arrêtées, puisqu'il a condamné, sous le prétexte, je n'ai pas le dossier, qu'il aurait blanchi l'argent de Mebengo. Je ne sais pas si c'est ce qui a été dit. Mais c'est la première fois qu'on voit un banquier qui est arrêté dans le cadre d'une opération, parce que Vito Meignet ne travaille pas au niveau de l'État. On ne sait pas ce qu'il a fait. C'est vrai que c'était un ami à un certain nombre de personnes puissantes. Est-ce que, je ne sais pas s'il avait effectué des virements pour Mebengo, il fait l'objet d'une arrestation. Mais toujours est-il que, sur toutes les opérations éperviers, il faut savoir que l'argent pour aller en Europe ne circule pas dans les sacs Mbadjok, puisque le franc CFA n'est pas convertible en Europe. Ça transite par les banques et les institutions financières. Or, les banques ne sont pas mises en cause dans la totalité des opérations éperviers, alors que si on les mettait en cause, on allait rattraper de l'argent. Parce que c'est l'argent qu'on a fait partir. Deuxièmement, comment également rattraper l'argent? La plupart des personnes savent que on utilise maintenant, on ne met plus l'argent sous son propre nom. Donc on utilise des sociétés civiles, immobilières, etc. pour pouvoir planquer de l'argent. Et il y a eu un autre phénomène que les gens n'ont pas compris. Les microfinances sont un élément, lorsque vous amenez l'argent en microfinance, on ne vous demande pas d'où sort de l'argent. La troisième chose que les gens sont en train de voir, c'est la quincaillerie. Vous avez maintenant, à Douala, à Yaoundé, des immeubles de plusieurs étages qui sont en train d'être montés parce que les gens ont des difficultés à aller transférer de l'argent. Parce que lorsque vous appelez des centaines de millions, on va vous dire vous ramenez l'argent où. Donc les banques maintenant ont peur de pouvoir prendre cet argent. Donc les gens multiplient donc les achats au niveau des quincailliers, mettent les maisons au nom des sociétés civiles immobilières où ce n'est pas leur propre nom, mais le nom d'un proche. Et c'est ça qui existe. C'est pour ça que les investigations doivent être faites à ce niveau pour pouvoir traquer toutes ces personnes-là. Et surtout, qu'on puisse, les notaires sont également, et quelques personnes au niveau du droit, sont également impliqués dans ce type de passe-passe pour pouvoir blanchir l'argent. Donc il y a des combinationnés qu'on est en train de faire et qu'on ne voit pas. Donc ces investigations doivent être plus loin, plus larges, plus loin encore, parce que tout le monde existe ça. Si on veut vraiment récupérer de l'argent dans le cadre des opérations éperviers, voilà quelques pistes sur lesquelles que je donne pour pouvoir aller, pour pouvoir trouver l'argent. Parce que moi, je suis fatigué de toutes ces opérations qu'on fait. On fait du théâtre, on ne trouve pas d'argent. Ouais. Moi, j'apprends que dans le cas de l'affaire Mebengo, on a saisi 448 costumes. Et lui, il ne met que les smaltos ou des costumes à 3 000 €. Par exemple, si vous comptez les costumes et les sacs, vous avez le jean qui coûte 7 000 € chez Hermès ou d'autres sacs. Si vous voyez là, avec la voiture... C'est la garderie d'une personnalité. Non, quel lien avec l'affaire le concernant, selon vous? On a saisi parce que ça vaut 448 costumes à 3 000 €, vous dépassez déjà le milliard. Avec les sacs, ça dépasse, c'est beaucoup d'argent. Je pose la question, parce que lorsque vous allez faire... Ça participe également d'une certaine théâtralisation. Si vous prenez les costumes, vous allez les garder où? Nous avons un problème au tribunal qui concerne ce qu'on appelle les scellés. Vous avez des voitures qui sont garées depuis des années, qu'on n'arrive même pas à se débarrasser au niveau du tribunal de grande instance, qui sont là abandonnées. Ouais. Hein? Et les 448 costumes, on va faire quoi? Ça va être mangé par les mythes. Nous avons même eu de l'argent qui avait été saisi, qui ont été volés par un certain nombre de greffiers. Il y a eu des greffiers il y a 10-20 ans qu'on a poursuivis. Parce qu'on avait saisi l'argent, on a volé. Les costumes là vont disparaître, les sacs vont disparaître et vont être remplacés par les sacs du quartier.
puisque c'est même pas la même qualité. Donc ça pose un problème. Non, ça pose un sérieux problème. Lorsque vous allez saisir les costumes, machin, parce que ça ne sert à rien. Oui. Alors, parce qu'il faudrait le mettre dans une chambre réfrigérée, il n'y a pas d'espace, ni de place pour pouvoir le faire, ça coûtera trop cher. Donc, qu'on fasse très attention, si on veut vraiment récupérer de l'argent sur des personnes, il y a une autre manière de procéder. Et nous sommes quelques-uns à savoir comment ça se passe. C'est pas très compliqué. Au-delà de l'affaire Mbongo, il y a eu cette semaine également la mise en détention provisoire de maître Michel Ndoki, une situation qui a suscité de vives réactions à travers le triangle national. Comment en est-on arrivé là? Comment ça a été vécu? Maître Roland Diouf, vous avez suivi cette mise en détention provisoire de Maître Michel Ndoki. Et de l'autre côté, le rejet de la demande de mise en liberté provisoire du professeur Maurice Kamto. Comment appréciez-vous cette décision, cette situation concernant vos camarades politiques? Je dois d'abord dire que c'est, je crois, sur ce plateau qu'on se disait une fois que désormais, c'est devenu risqué au Cameroun d'avoir une opinion dissidente, une opinion contraire à celle que le gouvernement considère comme la norme. Et donc, c'est tout à fait avec consternation qu'on a pu apprendre que précisément des personnes sur lesquelles on ne pouvait pas soupçonner qu'ils pesaient des charges se retrouvent interpellés parce qu'ils ont tenté, dit-on, de quitter le pays. C'est désormais interdit pour un Camerounais d'un certain parti politique de voyager, au point où on vous interpelle et on vous interroge, on vous demande pourquoi vous partez. Est-ce que, je ne sais pas si, bon, moi j'ai pas beaucoup voyagé, je n'ai pas l'expérience de beaucoup de voyages, mais quand même, je crois avoir la liberté d'aller et de venir. Sauf si, effectivement, je fais l'objet d'une procédure et à ce moment-là, on m'informe au moins. Je parle là sous le contrôle de mon confrère aîné. C'est donc une situation totalement rocambolesque qui en plus à ça s'est ajouté un témoignage de ceux qui ont procédé à cette interpellation-là, un témoignage plutôt grossier, un mensonge plutôt grossier parce que on prétend que Michel Ndoki serait en train de s'enfuir alors que elle a été interpellée à un poste frontière où elle a présenté ses papiers camerounais. On fait un rendu où on prétend qu'elle était dans une embarcation. Bref, on a grossi tellement les faits qu'on a l'impression que on n'est plus dans un pays qui fait des investigations. On a plutôt des forces de l'ordre qui noircissent des personnes. Dieu seul sait pourquoi. Et ça me permet de parler de ce qui s'est passé justement au niveau du tribunal de grande instance. L'affaire en habeas corpus. Il faut quand même indiquer que l'habeas corpus est cette procédure-là qui permet à toute personne dont l'arrestation et la détention s'avèrent être illégales ou arbitraires de demander au juge d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Et je dois indiquer que la procédure en habeas corpus ne concernait pas que le professeur Maurice Kamto et quelques-uns de ses co-accusés. Non, il y a eu plus de 130 requêtes au fin d'habeas corpus. D'ailleurs, les audiences ne se sont achevées que tard dans la nuit de vendredi. Et toutes se sont achevées, je vous dirais, sous la même réponse de rejet. Alors, c'est même un peu ahurissant parce qu'il y a également eu le témoignage de ce que, voyez-vous, le membre du ministère public qui était chargé de requérir a osé, je parle vraiment, je préfère avant de le dire, marquer tout le respect que j'ai pour ceux qui sont dans le corps de la magistrature, mais pour leur dire aussi que parfois on a le sentiment qu'on n'a pas étudié le même droit. Parce que le digne représentant du ministère public a cru devoir enseigner lors de ses réquisitions que lorsque un instrument international était ratifié, ça ne pouvait pas prévaloir. C'est-à-dire qu'en fait, il nous a refait un cours de droit constitutionnel sur la hiérarchie des normes juridiques en indiquant que pour lui, d'ailleurs, les traités et les instruments internationaux ne peuvent pas avoir droit de cité
simplement parce qu'il n'y a pas eu, selon lui, un texte qui ait réceptionné cela dans le droit interne, etc. Donc c'était quand même un peu difficile à entendre pour un juriste. Et ça peut expliquer pourquoi, comme Mme Sadio l'a dit tout à l'heure, ceux qui nous gouvernent n'ont pas eux-mêmes confiance en notre pays, en leurs institutions, en leurs enfants qu'ils forment. Si c'est les hôpitaux qu'on fuit, peut-être c'est parce qu'on craint de tomber sur son propre enfant, qui est peut-être devenu médecin par des voies qu'on ne connaît pas toujours, qu'on ne maîtrise pas toujours. Et on soupçonne que si on est soigné par celui-là, peut-être que ce serait bon pour soi. Pareil pour les corps comme les corps d'élite, comme ceux de la magistrature, où parfois on a l'impression qu'on a perdu son temps en allant à l'école. Donc nous voyons là que ces affaires relatives à Michel Ndoki, au MRC, ensemble avec celles qu'on a évoquées en entrée relativement à la ferme Bongo, posent simplement le constat qui est désormais connu de tous aujourd'hui, celui d'une gouvernance, d'une faillite de la gouvernance, disons d'une gouvernance médiocre. Parce que voyez-vous, médiocre parce que nous avons échoué sur le champ des libertés, nous avons échoué sur le champ des fonds publics, de la performance en matière de gestion des fonds publics. Pour moi, ce sont les deux principaux éléments illustratifs de cette médiocrité de la gouvernance là. Parce que voyez-vous, et ça je le dis peut-être à l'attention de ceux qui ne le savaient pas, l'avant-projet de code pénal, l'avant-projet de révision du code pénal avait prévu précisément l'infraction d'enrichissement illicite. Cela est connu, et ce ne sont pas mes confrères et mon confrère aîné qui me démentira. On se pose donc la question de savoir pourquoi est-ce que précisément on a choisi de se priver d'un outil comme celui-là et proclamer plus tard qu'on veut lutter contre les détournements de deniers publics. Je ne reviendrai pas sur l'article 66 de la Constitution, mais je dois simplement indiquer que la fameuse commission qu'on attend, en fait, on n'attend pas la commission, on attend le décret du président de la République portant nomination des membres de la dite commission. Oui, tout à fait. En fait, M. Noufele, nous sommes dans un pays où on a inversé la hiérarchie des normes juridiques. Les juristes me comprendront. On nous a enseigné qu'au sommet, il y a la Constitution et que toutes les autres normes lui sont conformes. Au Cameroun, on a une Constitution qui date de 1996 et un décret. C'est-à-dire que dans la hiérarchie, c'est, disons, un peu au milieu ou un peu vers le bas. Un décret réussit à paralyser l'application d'une disposition constitutionnelle. Et on doit se complaire de cela. Et tout à l'heure, quand mon confrère René Pensi encensait, il me pardonnera d'utiliser ce terme, son camarade, le professeur Famdongo, il a donné l'illustration parfaite de ce que nous sommes dans un parti-État ou d'un État-parti. Je fais un clin d'œil à M. Hilaire Zipan, qui est l'auteur de la formule. Parce que, voyez-vous, s'il a été promu, récompensé, félicité de la voix autorisée, parce qu'il faisait partie de la même commission, la voix autorisée de M. Pensi, il s'agit de ses performances en tant que président d'une commission marketing au RDPC. Non, qui a fait gagner le président aux élections. C'est très important. Sauf que je ne vous ai pas interrompu. Non. Qui s'est inspiré, et donc, on est dans excusez-moi, qui s'est inspiré du président de la République et de ses écrits pour pouvoir remporter les élections présidentielles. C'est tout à fait normal que lorsque... Ça a été compris, oui, ça a été compris. Ça permettait à Roland Diouf d'aller la fin du parti. C'est les élections, vous avez été battus. Ça n'empêche donc pas qu'on constate que pour en fait être promu, contentez-vous de servir le parti. Et quand vous servez bien le parti, l'État vous récompense. Parce qu'il n'a pas été promu dans le parti, il a été promu ministre d'État. On ne sait plus très bien où est la frontière entre le travail qu'on a fait pour le parti et le travail qu'on a fait pour l'État. Ça nous permet donc de dire que nous serions dans une posture de parti-État ou d'État-parti où en fait les couloirs sont les mêmes. On entre dans une porte, on sort par une autre. Et c'est cela qui est condamnable, c'est cela qui est regrettable. Justement, dans l'affaire MRC qui continue de susciter de vives réactions, il y a celle des États-Unis d'Amérique et de l'Union européenne qui s'agacent de la détention de Maurice Kamto et d'autres militants de son parti politique, et l'Union européenne qui juge disproportionnée cette procédure ouverte à leur encontre devant le tribunal militaire
Edmond Kambia, les Camerounais s'interrogent sur le ton des États-Unis et de l'Union européenne concernant la situation politique au Cameroun. Ils sont allés, les émissaires, les diplomates de ces pays sont allés jusqu'à déplorer la détérioration de la situation politique au Cameroun. Comment analyser ces sorties de ces sous-secrétaires d'État américains en charge des affaires africaines et bien sûr la vice-présidente de la Commission de l'Union européenne? Il faut noter déjà la convergence sur la forme comme sur le fond du message de l'Union européenne et des États-Unis. En ce qui concerne le message, n'est-ce pas, de Madame la vice-présidente de la Commission de l'Union européenne, on voit très bien, quand on le lit de bout en bout, qu'ils sont parfaitement au courant de tout ce qui se passe au Cameroun. Parce que chaque mot, chaque phrase montre à suffisance que le gouvernement camerounais n'a pas pu leur cacher quoi que ce soit. Parce que voilà une des phrases que j'ai pu lire dans le communiqué de l'Union européenne, c'est qu'il n'y a pas, qu'on ne devrait pas maintenir en détention une personne tant qu'il n'y a pas des preuves probantes qui permettent de la maintenir en détention, cette personne. Cela signifie qu'ils savent exactement ce qui se passe dans l'affaire du MRC. Et n'oubliez pas que quand on parle de l'Union européenne, on parle de Bruxelles. Et le Cameroun a une représentation à Bruxelles. Le Cameroun a eu à se prononcer sur la situation des droits de l'homme au Cameroun, y compris sur la situation concernant le MRC. N'oubliez pas que le ministre de la Communication a, dans ses différents communiqués, incriminé le MRC, n'est-ce pas, par rapport au vandalisme qui s'est passé dans les ambassades de Paris et de Berlin. Et là, sur cette question-là, l'Union européenne a cherché à savoir de quoi il s'agit. Et l'Union européenne, vraisemblablement, a enquêté auprès de différentes sources pour, en définitive, dire qu'on ne doit pas maintenir en détention quelqu'un pour lequel il n'y a pas de preuves probantes. En droit, ça signifie ce que ça signifie. C'est la raison pour laquelle il demande justement que si le Cameroun est un État de droit, que le Cameroun respecte donc la règle de droit et ne garde pas en prison ou en détention quelqu'un qui n'a pas de raison d'y être. Le communiqué, la sortie du sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines des États-Unis va plus loin que cela, parce qu'il dit clairement il faut libérer Maurice Kamto et ses partisans et la centaine de personnes qui l'accompagnent. Et pour quelle raison les États-Unis, l'Union européenne se prononcent en faveur de la libération d'un homme politique camerounais? La raison est simple. Et d'abord, pourquoi ils prennent des positions en ce moment et de cette façon? Rappelez-vous, il y a plusieurs mois de cela, on a vu l'ambassadeur des États-Unis prendre position sur certaines questions. On l'a accusé d'ingérence dans les affaires internes du pays. Ce n'était pas le cas. Et on voit déjà, dans la dernière sortie du ministre de la Communication, il met en valeur la souveraineté de l'État du Cameroun par rapport à la sortie du sous-secrétaire d'État chargé des affaires africaines des États-Unis. C'est pour vous dire quoi? Pourquoi est-ce que le ton du message est allé, j'allais dire, à une vitesse supérieure? C'est parce qu'ils se sont rendus compte que depuis le début, ils sont allés, j'allais dire, en utilisant les termes diplomatiques, ils ont estimé qu'il n'y avait pas besoin, il n'y avait pas péril à la demeure, de manière à ce qu'ils puissent bousculer un pays ami, qu'est le Cameroun. Mais ils se sont rendus compte que chaque fois que le rapport leur parvenait, notamment les rapports de l'État du Cameroun sur la situation des personnes en détention concernant le MRC, comme pour les personnes en détention concernant la crise anglophone, ils se sont rendus compte que les faits ne concordaient pas avec les informations qu'ils avaient par différentes autres sources, y compris les sources des organisations de défense des droits de l'homme, la société civile nationale et internationale. Eux-mêmes, vous savez que chaque ambassade a parmi ses missions, la mission d'information. Ils font tout pour avoir la bonne information. Et dans ce cadre-là, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas... C'était pas solide, les arguments qu'avance l'État du Cameroun. C'est pour cela qu'ils sont allés à une vitesse plus supérieure. Et il y a même une phrase qu'il a utilisée, le responsable américain. Il a le sentiment que le gouvernement n'est pas sérieux dans la manière de gérer la crise anglophone. Il a même, en plus de ce qu'il a dit concernant le MRC, il a dit... Bon, sur le fond de votre question, M. Noufeli,
aujourd'hui, il faut distinguer deux choses. Le gouvernement, à travers le ministre de la Communication, maintient et persiste sur le fait que l'affaire Camto MRC est une affaire de droit commun. Ils disent que ce n'est pas une affaire politique. On a même vu, il y a quelques heures de cela, le représentant du Cameroun auprès des Nations Unies maintenir cette même position lorsqu'elle a été questionnée aux Nations Unies. Que se passe-t-il au Cameroun? Il a dit, c'est une affaire de droit commun et non une affaire politique. Et je peux vous assurer que l'ensemble de l'audimat, de ceux qui écoutaient, étaient perplexes. Pourquoi ils étaient perplexes? Parce qu'il s'agit, le 26 janvier 2019, il s'agit d'une marche organisée par un parti politique dans le cadre de ses affaires, dans le cadre de ses activités politiques. Une marche de protestation politique qui avait 3 messages clairs. Non au hold-up électoral, non à la manière de gérer la crise anglophone dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et il demandait qu'on rende compte de l'échec de l'organisation de la CAN 2019 au Cameroun. Donc c'est une activité politique, c'est une affaire politique. Et on a vu de bout en bout la manière dont les personnes ont été interpellées, que ce soit le 26 janvier ou après le 26 janvier, de bout en bout. C'est la raison pour laquelle justement les avocats du MRC ont fait la demande d'habeas corpus. Parce qu'il y avait une demande qui a été rejetée. Oui. Et ils sont, pour la plupart, ces militants du MRC devant le tribunal militaire. Avec vous, Alice Sadio, les États-Unis et l'Union européenne parlent d'une détérioration de la situation politique au Cameroun depuis plusieurs mois. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Est-ce que c'est votre analyse concernant la situation politique au Cameroun? Absolument. Et pour notre défense, nous qui pensons qu'ils sont dans leur rôle, et nous nous fondons sur le fait que aucun État dans le monde d'aujourd'hui, même que hier, avant les technologies qui ont facilité les rencontres entre les peuples, c'était déjà le cas. Les peuples interagissaient et les crises entre les États s'entraliénaient à travers leurs crises ou leur développement. Donc aujourd'hui, c'est encore davantage vrai avec le boom technologique qui fait que ce qui se passe au pôle Nord peut avoir des répercussions au pôle Sud. En d'autres termes, je parle là en politique. Aucun État dans le monde ne peut dire qu'il a la capacité politique, militaire, diplomatique de vivre en autarcie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible davantage, encore plus pour les États plus ou moins, on va dire, qui sont fragiles comme les nôtres. Lorsque je convoque, par exemple, la situation de la gestion de la crise de Boko Haram, hier encore, nous avons sollicité l'accompagnement et l'assistance de ces pays-là pour nous aider à juguler et à repousser dans leur dernier retranchement cette nébuleuse-là. Ce qui veut dire que quoi? Autant ici, nous pouvons tenir le discours propagandiste qui vise chacun, dans lequel chacun essaye de tirer la couverture de son côté parce que nous sommes des politiques. Autant il y a la raison. Et la raison veut que, comme l'a dit Edmond Kangia, ces gens-là savent quelle est la vérité de l'état des lieux. Ils savent à quoi ressemblent les procédures, la gestion, les rapports entre les gouvernants et les gouvernés dans un État qui respecte effectivement les principes de l'État de droit. Je viens de vous dire tantôt que, par principe et a priori, nous sommes censés être dans un régime, suivre depuis la Constitution de 96, nous sommes censés être gouverné par le régime déclaratif. L'esprit, parce que la loi a sa lettre, la loi a aussi l'esprit de la loi. L'esprit donc de cette constitution de 96 voudrait que, en principe, lorsque un citoyen nous fait si vous avez envie d'exprimer quoi que ce soit, qui s'appelle votre opinion ou votre opposition par rapport à la marche du pays, en principe, lorsque vous déclarez auprès des instances compétentes, ce n'est pas pour requérir leur autorisation ou leur refus.
C'est plutôt pour recueillir leur accompagnement au cas où il pourrait survenir des débordements. Et à ce que je sache, je ne suis pas militant du MRC, je n'étais pas à cette marche, mais à ce que je sache, au regard de ce que des images qui ont circulé partout dans les médias et dans les réseaux sociaux, les Camerounais qui sont aujourd'hui incarcérés, jusqu'à preuve du contraire, je ne vois aucun élément de preuve palpable qui fait état de ce qu'ils ont cassé quoi que ce soit. Je dis pour ceux qui sont interpellés et qui sont incarcérés, qui au GSO, qui à la prison centrale de Kodengui. Dans cette situation, bien entendu, la communauté internationale doit se pencher là-dessus. Elle est dans son bon droit, comme je venais de le dire, parce que dans les interactions diplomatiques entre les États, il y a ce qu'on appelle l'approche préventive. Ils sont dans une démarche préventive parce que, imaginons un seul instant, que si les gouvernants avaient écouté la sonnette d'alarme qui était tirée de partout concernant la crise anglophone, et que le premier homme qui a osé déchirer la robe d'un avocat, blesser un avocat, n'avait pas posé cet acte, que ce fameux octobre, le feu n'avait pas été ouvert, je vous jure, je suis sûre, et je le dis en âme et conscience, qu'on ne serait pas aujourd'hui en train de déplorer plus d'1 millier de morts civils et militaires confondus, avec toutes les pertes financières, tout le discrédit qui pèse sur l'État du Cameroun concernant cette crise-là. Nous sommes encore dans cette poche de conflit que sur des problèmes basiques, parce que je vais parler en politique et non pas en militaire, en policier, parce que je ne suis pas policière, mais le principe veut que lorsque vous sortez d'une élection il y a quelques mois et que ceux qui sont aux affaires disent qu'ils ont remporté cette élection avec un pourcentage de 71%, mais si j'avais été Maître Pensy, si j'avais été le RDPC, si j'avais été celui qui a instruit ces arrestations, j'aurais laissé les militants du MRC marcher pour que justement éclate aux yeux du jour la minorité qui est la leur. J'aurais permis qu'ils s'expriment. J'aurais permis qu'ils s'expriment conformément à la Constitution, la loi fondamentale de notre pays, pour que justement on voit effectivement de quel côté, de manière visible et palpable, touchable, se situe la vérité. Maintenant, pour revenir à la procédure d'habeas corpus, vous allez beau en vouloir aux anglophones, mais je comprends leurs problèmes sans pour autant être de culture ou, je veux dire, d'éducation anglo-saxonne. Nous parlerons de la crise anglophone. L'habeas corpus, nous l'avons hérité en réalité du système anglo-saxon. Ça veut dire disposer de ton corps. Pourquoi? Et ça suit, c'est en droite ligne du principe anglo-saxon qui veut que le principe de l'innocence, la présomption d'innocence. Vous êtes présumé innocent jusqu'à ce que celui qui te poursuit, c'est-à-dire les instances judiciaires qui te poursuivent, puissent apporter les preuves beyond reasonable doubt. Voilà comment ils disent de ce que vous êtes coupable de quelque chose. Oui, on l'a bien compris et le gouvernement qui a réagi... Et le Cameroun a adopté cette culture-là, mais ne l'applique pas. Le gouvernement qui a réagi à cette sortie de l'Union européenne, notamment les États-Unis d'abord, avec le porte-parole de la communication, Maître Emmanuel Pensy, il y a sur ce plateau des hommes politiques qui estiment, et des femmes politiques également, qui estiment qu'il y a une détérioration de la situation politique du Cameroun et que les interpellations à la fois de l'Union européenne et des États-Unis sont légitimes afin de limiter les dérives et les conséquences de cette gestion gouvernementale, à la fois sur la crise anglophone, à la fois sur le climat sociopolitique dans le reste du pays. Que répondez-vous? D'abord, un mot pour équilibrer les débats sur l'habeas corpus et la décision qui a été rendue par le tribunal de grande instance de Yaoundé. Tout le monde sait, il devait s'attendre à ce que ce soit rejeté. Au-delà, parce que moi je ne suis pas là, quand il y a une décision de justice, j'attends de connaître les motivations de la décision pour pouvoir la commenter. Bon, toujours est-il que les gens ont saisi en procédure d'habeas corpus en disant qu'ils étaient arrêtés d'une manière arbitraire. Le tribunal a rendu une décision
Et je pense que ces personnes-là ont 5 jours pour faire appel, et ils ont dû peut-être faire appel, et la cour d'appel va statuer. Donc je m'en tiendrai là. La deuxième chose concernant Mendoki, vous savez que c'est délicat d'un confrère avocat de parler d'un autre avocat. Il me semble qu'il devait avoir soit un mandat de recherche, je ne suis pas dans le dossier, ou un mandat d'arrêt. Je ne sais pas. Dans le cadre de cette affaire, parce qu'elle était certainement recherchée. Et si elle a... Pour avoir fait quoi? Non. Moi, je ne rentre pas. Je ne rentre pas dans. Je ne rentre pas dans le fond de l'affaire. Je dis que si elle a arrêté à la frontière, c'est qu'elle devait quitter le Cameroun et que peut-être qu'il existait un mandat. Je ne sais pas lequel, je ne suis pas dans le dossier. Je voulais donc qu'on ne l'a pas arrêté pour rien, sur la base d'un document qui devait exister. Je passe. Il n'y a pas de fumée sans feu, quoi. Je passe. La deuxième chose que je voulais dire à propos du gouvernement camerounais, le gouvernement n'a rien à cacher. Tout est clair. Et par rapport aux déclarations du sous-secrétaire d'État des Nations Unies, des États-Unis. Oui, des États-Unis. Des États-Unis. Oui. Il y a 2 mots qu'il utilisait et surtout des phrases. Il faut libérer. C'est-à-dire c'est un ordre qu'il a donné au gouvernement. Et il dit le gouvernement camerounais n'est pas sérieux. Je ne sais pas s'il a fait la diplomatie, mais c'est un langage déjà qui n'est pas... Edmond Kangia, elle le sait, qui n'est pas très diplomatique. Même s'il faut hausser le ton, ce n'est pas comme ça qu'on parle à un État souverain. Je voudrais rappeler ici que s'agissant de l'affaire, par exemple, de Marafa, qui a été condamné pour détournement intellectuel. Enfin, complicité intellectuelle de détournement. Qui n'existe pas dans le code pénal. Dans le code pénal, malgré les interventions des États-Unis, de la France, des interventions qui étaient 1000 fois plus fortes que celles de Kamto, il est toujours actuellement emprisonné au CED et où il purge une peine de 25 ans. Donc je ne pense pas que ce soit une bonne méthode. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que s'agissant de la crise anglophone et des sécessions, il me souvient que les États-Unis ont eu ce qu'on appelle une guerre de sécession qui a duré très longtemps, qui a fait des millions de morts. Vous imaginez que dans la guerre de sécession, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu l'arrivée de Lincoln pour pouvoir l'arrêter, alors que le Sud était esclavagiste et se posait des questions. Donc, quand vous êtes un État comme les États-Unis... Vous n'avez pas ignoré le fait que le président, l'ambassadeur américain, avait d'ailleurs suggéré au président Paul Biya de s'inspirer, justement. Non, mais est-ce que c'était dans le sens de résoudre cette crise anglophone? Il avait déjà mal commencé. Il avait dit au président, il avait suggéré au président de ne pas se présenter compte tenu de son âge. Jette le bébé avec l'eau du bain. D'avoir un successeur. Bon, ça, c'est des immixtions. Si c'était la France, comme s'il le dit, comment ça vous enlevez le nom des États-Unis. Vous placez le nom de la France. Et la France va dire au Cameroun, il faut libérer Kamto. Votre gouvernement n'est pas sérieux. Tout le monde allait crier. Tous les Camerounais, y compris ceux du MRC, allaient chorus dire que c'est de l'anticolonialisme, c'est le néocolonialisme. Tout cela est inacceptable. Et je dirais que c'est la même chose que je dirais aux États-Unis. C'est inacceptable ce genre de comportement. Mais dans le fond, là c'est sur la forme. Dans le fond, maintenant, nous sommes mal parlé, mais le fond, l'idée. La forme est aussi importante que le fond. Si vous mettez une mauvaise forme dans une déclaration qui est bonne, vous perdez le... Si quelqu'un vient chez moi vouloir me corriger, au lieu de m'appeler en disant « Oui, grand frère, vraiment, tu n'as pas... » Bon, là, au moins, je peux comprendre. Mais s'il commence à me donner des oukases, ça ne marche pas. Donc ça ne marchera pas ce qu'a fait les États-Unis. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on ne pouvait même pas. Vous imaginez que Gros dans ses sabots, il fait une interview à la télévision France 24, qui est l'antenne du ministère des Affaires étrangères français, en faisant des déclarations vraiment tonitruantes contre le Cameroun au moment où il doit arriver au Cameroun. Mais ça, c'est pas sérieux. Je crois que les Américains, on le voit avec leur propre président. Comment il se comporte. Tous les jours, il a des problèmes d'impeachment. Tout le monde, il y a des affaires, personne n'en parle. Vous avez vu le Cameroun se mêler des problèmes. Comment ça, personne n'en parle? Non, vous avez vu le gouvernement camerounais se mêler des États-Unis, les mêmes États-Unis que nous observons. Est-ce que nous sommes là en train de parler des problèmes de Trump au niveau du gouvernement? Oui, mais personne ne nous empêche d'en parler. Non, le gouvernement ne s'en occupe pas. Les affaires camerounaises sont des affaires camerounaises. Et ça, aucun pays ne va donner des instructions sur des problèmes qui sont internes.
c'est des pays amis. Ils nous parlent amicalement. C'est ce que je dois dire. S'ils doivent vraiment être importants comme un pays, qu'ils utilisent d'autres méthodes, pas des méthodes de gendarmes du monde, nous sommes un pays indépendant et fiers de l'être. Justement, et dans le cadre de ces relations multilatérales entre le Cameroun, l'Union européenne et les États-Unis, il y a eu une coopération, une assistance au Cameroun concernant la crise anglophone. Et à ce propos, les États-Unis et l'Union européenne estiment qu'il y a une récurrence de violation des droits de l'homme sur le théâtre de la crise anglophone et interpellent le gouvernement à ce sujet sans l'accuser préalablement. Les droits de l'homme, quand on a... Non, ça, ils se trompent. On voit qu'ils ne connaissent pas le sujet. Dernièrement, quand on a brûlé cet hôpital à Kumba, il y avait John Fou ici, l'avocat des ambazoniens, je ne sais pas s'il n'est pas, enfin il dit nous quand il parle d'eux, qui était en train de dire qu'il a vu un film, une vidéo, alors que tout le monde sait que c'est eux qui l'ont fait. Je crois que ce n'est pas sérieux. Il y a ce qu'on appelle une proportion dans les analyses. Vous avez d'un côté, on assassine les soldats, on assassine pas mal de Camerounais, personne ne peut plus, c'est difficile d'aller, j'ai des amis qui ont essayé d'aller à Limbe ou à Bria. C'est vraiment un parcours de combattant et c'est très difficile. Donc, comme nous sommes dans cette affaire-là, vous savez que les États-Unis peuvent savoir. Ils ont des drones. Nous-mêmes, nous dépensons beaucoup d'argent dans cette situation-là. L'État a libéré plus de 289 personnes. On a proposé pas mal de solutions. Mais de l'autre côté, vous n'avez... Et le Nigeria qui vient mettre son grain dans le sel avec une cour qui rend une décision dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants pour dire de renvoyer les Camerounais qui sont arrêtés au Nigeria, alors que c'est le Nigeria qui nous les a livrés. Donc ça pose un problème, au point de vue d'ordre diplomatique et sur ce qu'on appellera l'exécution de cette décision-là, qui ne pourra jamais être exécutée. Parce que si un Camerounais commet un crime à l'intérieur du Cameroun, ou bien donne des instructions et des ordres, on le juge ici au Cameroun. Et s'il n'est pas Camerounais? Mais ils sont Camerounais, ils ont les pièces de Camerounais, ils ont même travaillé à la sonnette. Vous occupez le fait qu'ils avaient le statut de réfugié concernant ces Camerounais. Même un réfugié qui commet un crime, on ne va pas le laisser libre. On va le poursuivre et on va l'arrêter. Et quand il organise des bandes armées à l'intérieur du Nigeria pour attaquer le Cameroun, on ne va pas le laisser. Donc on appliquera la loi. La situation sociopolitique du Cameroun, à la fois la détérioration évoquée par l'Union européenne, les États-Unis, mais également la violation des droits de l'homme sur le théâtre de la crise anglophone, une crise qui s'enlise, faisant de nombreux morts civils et militaires, s'inquiète l'Union européenne et les États-Unis qui attirent l'attention du gouvernement sur ces problématiques. Maître Roland Diouf, avez-vous le sentiment que le gouvernement, comme l'a signalé Maître Pensy, a déployé assez de moyens, à la fois politiques et sécuritaires, afin de stabiliser les régions du nord et du sud-ouest et permettre au Cameroun d'être un état de droit? Ce sont les propos du ministre de la Communication qui a tenu à réagir aux propos du sous-secrétaire d'État américain. Le ministre René Emmanuel Sadi fait savoir que le Cameroun est un état de droit et que les militants du MRC qui ont été arrêtés pour des faits de droit commun et que la justice indépendante seule va déterminer leur responsabilité ou pas dans les cas perpétrés dans les ambassades du Cameroun à Paris, en Allemagne. Moi, je crois que le gouvernement camerounais, pour emprunter une formule, manque de sérieux. On parle de présomption d'innocence. Et c'est le ministre de la Communication qui dit que ceux qui sont arrêtés à Yaoundé, c'est pour avoir cassé à Paris. Pour info, simplement pour info, si les marches du Cameroun étaient illégales, on ne peut pas en dire autant de celles de Paris. Parce que les Camerounais semblent oublier que leur loi ne s'applique au Cameroun. C'est-à-dire les interdictions de sous-préfet là ne s'appliquent au Cameroun. En France, on manifeste librement. La preuve, c'est que les Gilets jaunes sont à leur 100e jour, plus de 100 jours de manifestations interminables. En Belgique, en Allemagne, c'est la même chose. Le cas de l'Algérie, j'y reviendrai. Donc, ceux qui sont arrêtés à Yaoundé parce qu'on les accuse d'avoir cassé à Paris. Alors, si le motif de l'arrestation, c'est manifestation illégale, celle de Paris ne l'était pas. Celle de Berlin ne l'était pas non plus. Celle de Bruxelles ne l'était pas. Donc, c'est un mélange de genres dont seul le gouvernement camerounais a le secret. Parce qu'ils disent parfois, ils réussissent à se désolidariser des choses qu'ils refusent aux autres le pouvoir de le faire. On a vu le même ministre de la Communication, décidément, essayer un tour de passe-passe pour nous expliquer que lorsque son collègue
ministre délégué à la justice s'exprimait sur les antennes de la CRTV, alors là, on devait considérer que c'est seulement le président du PADEC qui parlait et pas un membre du gouvernement. Une sorte de désolidarisation. Mais on refuse d'admettre que ceux qui ont commis les casses à Paris peuvent avoir été simplement des délinquants désordonnés et incontrôlables. On le leur refuse à ce niveau-là. Mais j'aimerais également indiquer qu'il y a une sortie qui a probablement été oubliée dans le traitement de la presse. C'est la sortie de Michelle Bachelet, ancienne présidente du Chili. Ce n'est pas en sa qualité d'ancienne présidente du Chili que je l'invoque ici, c'est en sa qualité de haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Donc, si je fais le résumé des prises de position sur l'affaire Camto et crise anglophone, on a le sous-secrétaire des États-Unis en charge des affaires africaines, on a le porte-parole de l'Union européenne, Federica Mogherini, mais on a surtout le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Je suis d'accord en partie avec Maître Pensi lorsqu'il estime que la forme et le fond ont une importance relativement équivalente. En ce qui concerne la déclaration du diplomate américain, soit, bon, si le diplomate américain manquait d'élégance, est-ce qu'il en est de même pour le diplomate européen, Mme Mogherini? Est-ce qu'il en a été de même pour Mme Bachelet, qui me semble a été très diplomate et très polie, pour indiquer maintenant dans le fond ce qu'on évite de dire aux Camerounais? On évite de dire aux Camerounais que sur la crise anglophone, on est à côté de la plaque. Ça fait 2 ans que tous les partenaires du Cameroun disent en chœur la même chose. Dialogue inclusif. Le secrétaire général de la francophonie l'a dit à Yaoundé. Le secrétaire général du Commonwealth l'a dit à Yaoundé. Le président français même l'a suggéré dans une communication qu'on a même exposée avec grand renfort de publicité sur notre chaîne nationale. Je parle là de ceux qui nous font des leçons de souveraineté. Parce qu'il nous semble que lorsque le président français avait passé un coup de fil à M. Biya, le journal de 13 heures était un compte rendu de ce coup de fil. D'ailleurs, c'est quand même un peu cocasse ce pays. On fait tout un journal, on ne nous dit pas ce qu'ils se sont dit, mais on fait un breaking news à 13 heures pour nous dire que le président français a appelé le président camerounais. C'est leur droit, peut-être. Mais ne venez pas après nous parler de souveraineté. Parce que je vous rappelle que c'est sur le perron de l'Élysée que M. Biya a déclaré la guerre à Boko Haram. Donc nous sommes en guerre. Monsieur Non, Pensi. il parle de Boko Mais Haram. Non, si nous sommes en guerre. Maître Pensi, Non. Si nous sommes en guerre, je fais toujours l'effort de ne pas le vous tribunal interrompre. militaire est compétent. Hein. Je fais toujours l'effort de ne pas vous interrompre. Non, je veux dire, si nous sommes en guerre. C'est par respect à nos C'est pas de la téléspectateurs. même C'est chose. pour qu'on nous écoute si nous sommes en guerre. les uns après les autres. Parce que quand on parle à la fois, là, Oui, non, ça fait non. un peu cacophonie Il dans va les l'attraper oreilles dans ce qu'il dit. de nos téléspectateurs pour qui Faut j'ai compter la minute, hein. du respect. Je vous en prie, Roland. Et donc, sur le perron de l'Élysée, on peut déclarer la guerre à Boko Haram, demander le soutien militaire français, Et américain, tchadien, le droit de poursuite, et venir aujourd'hui nous dire que si les États-Unis parlent du Cameroun, même si c'est en passant, il y a ingérence. Je rappelle que l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a une mission essentielle, c'est préserver la paix et la sécurité internationale. Dont le Cameroun est Et que le Cameroun est membre des Nations signataire des Unies. différents instruments. Et que le Cameroun a fait recours aux Nations Unies pour protéger la paix et la sécurité en ce qui concernait le dossier Bakassi. Oui. La CIJ est un organe des Nations Unies. Oui. On ne peut donc pas être cohérent en estimant que d'un côté, on peut violer indéfiniment le droit humanitaire. Parce que lorsque on est dans une situation de crise, comme celle qui sévit dans le nord-ouest et le sud-ouest, nous sommes en plein dans le droit qui humanitaire. Deuxièmement, de l'autre côté, quand on n'est pas dans les conditions du droit humanitaire, on est dans les conditions des droits de l'homme. Et précisément, le Conseil de sécurité des Nations Unies peut se saisir et peut invoquer cette fois-là, non pas la souveraineté, mais le droit d'ingérence lorsqu'il y a des violations graves du droit humanitaire et des droits Donc de vous l'homme. invitez qu'ils envoient l'armée. Nous n'invitons personne.
Nous indiquons simplement, cher maître, avec votre respect, nous indiquons simplement et vous n'allez pas m'empêcher de le dire. Vous n'allez pas m'empêcher de le dire, cher père. Vous ne m'empêcherez pas de le dire. Pour la crise anglophone, on envoie l'armée. C'est quand même regrettable. C'est quand même un peu difficile parce que... Maître Roland Djehou, je vous en prie, terminez votre propos pour permettre à... Je termine mon propos simplement en disant que nous n'invitons personne, mais nous constatons que Madame Sadio, Madame Kawala, le professeur Kamto, les acteurs politiques camerounais l'ont dit et n'ont fait que le marteler depuis 2 ans, depuis 3 ans, et depuis longtemps encore en ce qui concerne notamment les libertés politiques, que nous devons faire des efforts. Le gouvernement camerounais n'écoute que lui-même. Sauf qu'on se rend compte que chaque fois que la communauté internationale s'est saisie d'une question, comme par magie, ce gouvernement réagit. Il faut donc se poser la question de savoir quelle est la nature réelle de notre régime politique. Est-ce que nous sommes en Corée du Nord ou en Birmanie? Mais tant pis pour ce régime d'un autre âge, parce que malheureusement pour lui, et l'article 45 de la Constitution est clair là-dessus, nous avons accepté les instruments internationaux, nous avons accepté de faire partie de ce qu'on appelle aujourd'hui, et ce n'est pas un vain mot, la communauté internationale. Oui. C'est un contenu juridique en droit international. Ça, le gouvernement camerounais qui la communauté internationale. Convoqué la souveraineté du Cameroun à travers la voix du porte-parole du gouvernement, qui a quand même expliqué au sous-secrétaire d'État américain en charge des affaires africaines que l'affaire MRC est une affaire de droit commun, et que la situation dans les régions anglophones est stabilisée par les efforts entrepris par le gouvernement camerounais. Néanmoins, avec vous, Edmond Kamgia, le Cameroun qui voit plusieurs fronts s'ouvrir, à la fois le front sécuritaire à l'extrême nord, la situation sociopolitique dans les régions anglophones, l'affaire MRC qui suscite de plus en plus l'intérêt des principaux partenaires du Cameroun, et le Cameroun qui observe en Afrique du Nord ce mouvement populaire de contestation du 5e mandat de Bouteflika à la prochaine élection présidentielle, une mobilisation qui a surpris tout le monde au moment où en Algérie on pensait que ce vent de contestation qui avait été vécu en Tunisie, en Égypte il y a quelques années ne pouvait pas se produire en Algérie. Comment appréciez-vous la situation dans ce pays en quelques mots? Oui, avant d'aborder la question de l'Algérie, je voudrais dire ma stupéfaction de constater que le Cameroun ne respecte pas les instruments que lui-même il a signés. Je pense à la Convention de l'Union africaine qui déclare que les civils ne doivent pas être jugés devant les tribunaux Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Et ça n'a pas du tout été respecté. Et je suis également surpris de constater que de manière récurrente, le ministre de la Communication, M. Emmanuel René Sadi, insiste sur le fait que l'affaire du MRC n'est pas une affaire politique, c'est une affaire de droit commun. Mais je ne comprends pas qu'une affaire de droit commun soit spécifiquement traitée devant les tribunaux militaires et non devant les tribunaux d'instance. De droit commun. De droit commun, tout simplement. Les affaires de droit commun se gèrent devant les tribunaux de droit commun et non devant les tribunaux militaires. Je voudrais comprendre cela. Maintenant, en ce qui concerne l'Algérie, on voit un grand mouvement. Le peuple algérien est en marche pour dire non au 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. D'abord, il faut dire que Abdelaziz Bouteflika, c'est un grand nationaliste. C'est quelqu'un qui a combattu la France. Il faut lui rendre ce mérite-là. Il a été, quand son pays a obtenu son indépendance, il a été dans le tout premier gouvernement, ministre des Affaires étrangères, il avait 23 ans. Donc c'est quelqu'un qui a joué un rôle majeur dans la libération d'Algérie, dans la guerre d'indépendance. Le problème aujourd'hui, c'est que après son AVC en 2013, il n'a plus la santé qui lui permet de diriger le pays. Et tous les médecins assermentés sur son cas, et vous verrez même cela sur certains réseaux sociaux, il y a des documents là-dessus, montrent qu'il est incapable de diriger le pays. Mais malheureusement, il est l'otage de son entourage. Ce sont les généraux qui tiennent le pays. Et des généraux qui, pour la plupart, ont fait la guerre d'indépendance. Et qui estiment qu'à travers le président Bouteflika, ils vont continuer à préserver leurs privilèges. Malheureusement, le pays avance
la société avance. Il faut préciser ici une chose très importante. L'Algérie n'a pas connu ce qu'on appelle le printemps arabe. Parce que ce pays a un statut très particulier dans le contexte du Maghreb. Et la manière de préserver la stabilité du pays n'a pas permis des ingérences de type révolutionnaire, entre guillemets, pour déstabiliser l'Algérie. Et une des raisons pour lesquelles les généraux le préservent, c'est pour tout le rôle qu'il a joué dans l'histoire du pays. Mais malheureusement aujourd'hui, si Bouteflika avait encore, j'allais dire, toutes ses forces pour s'adresser au peuple, je pense que le message qu'il aurait adressé serait de dire « je suis fatigué, je me retire et mon parti va présenter un autre candidat ». Mais j'ai l'impression qu'il est vraiment encerclé. Alors justement, Maître Alice Sadios, quand vous voyez ces mouvements de contestation populaire en Algérie, quelle leçon, quel message, quel est le signal que ces manifestations, ces contestations d'une jeunesse algérienne, africaine, renvoient à ces régimes qui tentent de s'éterniser à la tête des différents pays africains? Il y a un seul message à en tirer, et il est simple ce message, c'est qu'on ne triche pas avec les lois de la nature. On ne triche pas avec les lois de la nature. Ce n'est pas pour rien que dans les fonctions autres que président de la République, il y a une limite d'âge en principe et selon les lois biologiques, sauf à être un extraterrestre, sauf à ne pas être un être humain. Et les lois de la biologie veulent que, à partir d'un certain âge, on ne soit plus capable d'avoir à charge la gestion des dossiers aussi complexes, aussi délicats que les dossiers qui relèvent de la bonne marche d'un État, fût-il l'Algérie ou le Cameroun. Deuxième leçon que nous pourrions en tirer, c'est que nous, qu'on a coutume d'appeler les apprentis sorciers, le cas algérien vient, et je pourrais aussi citer le cas du Zimbabwe, qui a été, on va dire, une success story. Pourquoi je dis une success story? Parce que vous remarquerez que, et j'ai été positivement impressionnée par ce qui s'est passé au Zimbabwe, vraiment très positivement impressionnée parce que on a pu voir une armée responsable et consciente de ce que les juristes camerounais ont toujours rappelé à nos hommes en tenue, la responsabilité pénale est individuelle. Vous ne vous cacherez derrière rien à l'heure de la reddition des comptes. Donc, au Zimbabwe, dont je voulais dire que ça a été une success story, d'autant plus que vous verrez que ceux qui ont pris à charge la gestion du pays, après avoir par force envoyé le combattant, il a exactement à peu près le même parcours que Bouteflika. C'est un combattant. Donc, ce n'est pas quelqu'un qu'on pouvait, ce qui n'est pas le cas pour Paul Biya, il faut le dire en passant. Tout à fait. On l'appelle Mugabe. Robert Mugabe, son épouse était mise en cause dans une affaire de violation physique, d'atteinte à l'intégrité physique d'une jeune fille en Afrique du Sud. Vous remarquerez donc que même après avoir été déchu, très en douceur, dans un process vraiment rapide comme une éclair, mais vraiment réussi, c'est ces mêmes successeurs de Mugabe qui ont refusé de livrer l'épouse de Robert Mugabe à la justice sud-africaine. En d'autres termes, et c'est le message que je voudrais adresser à Bouteflika et à ces généraux qui parlent à travers sa coque aujourd'hui qu'il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer, il y a un temps pour mourir d'ailleurs. Nous sommes des mortels. Et ce message est valable aussi pour M. Paul Biya, s'il a jamais aimé ce pays, parce que le Cameroun lui a tout donné. Le Cameroun lui a tout donné. S'il a une seule chose aujourd'hui à concéder au peuple camerounais en guise de reconnaissance de toutes ses bénédictions, de tout ce temps qu'on lui a consacré, c'est d'aménager une passerelle, pas la chasse aux sorcières qui s'appelle l'opération, mais d'aménager une sortie qui soit une sortie pacifique et non le muselage concernant la des leçon acteurs qu'on peut tirer politiques. de cette contestation populaire observée en Algérie au moment où le président Bouteflika
est interné dans un hôpital en Suisse et pourtant il a fait déposer son dossier de candidature pour la prochaine élection présidentielle. Quel message Vous ne m'empêcherez pas algérienne de dire quelque chose parce que Je j'ai vous en entendu des horreurs, les gens qui appelaient à un coup d'État de l'armée, parce que c'est ce qui s'est passé au Zimbabwe, d'autres qui parlaient de l'intervention de l'ONU avec une armée comme le Cameroun. Ça montre que le Est-ce NRC que est c'est un alors parti moi qui ai fait le coup d'État au Zimbabwe? patriote. Et moi, je suis contre tout cela. Ce que je voulais dire, c'est que Kamte lui-même avait porté plainte contre Kabaye Guibri devant le tribunal militaire. Et qu'est-ce que c'est devenu? Mais ça n'a pas marché. Je vous en prie, allez. Et s'agissant, je vous dis que l'affaire de terrorisme, le seul tribunal compétent, c'est le tribunal militaire. Même si vous êtes un civil qui commet des actes militaires. Donc, dans certains cas, le tribunal militaire peut être compétent. S'agissant de l'Algérie, tout le monde sait que ce président n'a plus les moyens de pouvoir travailler. Il a eu un AVC. Et que sur ce point-là, ce n'est pas le cas sur le Cameroun. Le président Biya a été élu. Il va aller jusqu'à son fin de son mandat, ou bien le jour où il le voudra, il pourra peut-être faire qu'il y ait une modification constitutionnelle dans l'intérêt du Cameroun. Merci, et c'est un messieurs. patriote qui le fera. Merci messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous, maître Emmanuel Pincy, d'être venu sur ce plateau. Merci Edmond Kanga, Dame Alice Sadio, merci également d'être venu, d'avoir fait le déplacement depuis Yaoundé pour être ici à Douala avec nous. Merci à vous, maître Roland Djéhou. Mesdames, messieurs, merci d'avoir suivi cette édition de Droit de réponse. Merci également de rester sur Equinox Télévision.